peut avoir à sa disposition l'ensemble des documents qu'on aura vus depuis le début du semestre. Venez avec des clés USB si vous manque quelques documents. Et pour répondre à Maxime Yang, non, on ne divisera pas la classe puisqu'on va prendre l'ensemble de la salle 100, 100A plus 100B, et c'est vous qui serez le plus espacé possible. Donc, pour la semaine prochaine, venez avec des clés USB. Si je n'ai pas l'ensemble des documents, de toutes les façons, je les placerai sur un serveur et vous pourrez aller les télécharger par la suite. C'est clair pour tout le monde ? Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur cette courbe que vous voyez à l'écran, qui est une courbe dite staturo-pondérale. Elle est l'œuvre de deux chercheurs, Simpé et Piedron. Ce sont des courbes que l'on peut trouver aujourd'hui. Lorsque vous avez un enfant, on vous distribue un petit livret de suivi de l'évolution de l'enfant et on trouve ces courbes. Alors ce ne sont pas des courbes de taille et de poids précisément, ce sont des courbes de l'accroissement du poids et de l'accroissement de la taille. C'est-à-dire que vous avez ici, en abscisse, vous avez l'âge de l'enfant. Et pour chaque année, on va s'intéresser essentiellement à la courbe de taille, vous avez le nombre de centimètres qui est pris en un an. Donc la première année, vous voyez qu'un enfant prend jusqu'à 28 cm. Alors que à sa 8e année, il ne prendra environ, en moyenne, que 6 cm pour la durée de son année, donc des 6 ans. Donc ce n'est pas une courbe de la taille, c'est une courbe de l'accroissement de la taille. Combien l'enfant va prendre de taille chaque année. Vous voyez bien évidemment que la courbe de poids a à peu près la même forme que la courbe de taille. Bien évidemment, on peut imaginer que l'augmentation du poids et de la taille vont de pair. Cette courbe est intéressante parce que vous serez amené, le jour du CAPEPS, à présenter des séances de PS et à défendre vos choix. On vous demandera de préparer une séance de PS pour des enfants de tel ou tel âge. Et bien souvent, lorsqu'on n'a pas eu d'enfant, il est compliqué de savoir qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans, qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans. On n'a pas forcément ça en tête. Donc, mémoriser cette courbe, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Vous voyez que cette courbe présente essentiellement 3 parties. Une première partie, on dit que la courbe est décroissante, en partie A. Une partie B qui va être beaucoup plus stable. Et enfin, dans une partie C où on va avoir une courbe croissante, puis une courbe décroissante. Moi, je pense que la meilleure façon de mémoriser cette courbe, c'est de repérer en fait ces lignes bleues. La première, vous voyez, je l'ai placée aux alentours de 4 ans. Et la deuxième, je l'ai placée aux alentours de 10-12 ans. De 12-13 ans, pardon. Ce qui permet de se rendre compte qu'en réalité, l'enfant passe par 3 phases. Une phase où, chaque année, il grandira un petit peu moins que l'année précédente. Ça va durer les 3 premières années de sa vie. Mais ce sont des années où on grandit exceptionnellement vite. Jamais l'être humain ne grandira aussi vite que pendant ces 3 premières années de sa vie. Vous pouvez remarquer qu'un enfant, lorsqu'il naît, il mesure à peu près 50 cm. Si sa première année, il prend 20-30 cm et la deuxième année, il reprend une dizaine, une quinzaine de centimètres, il risque de doubler de taille quasiment. En 2 ans, l'enfant risque de doubler de taille. Et à 2 ans, chose étonnante, un enfant fait pratiquement la moitié de la taille finale. Si vous retrouvez ces courbes chez vos parents, elles ont peut-être rempli ces courbes pour voir si l'évolution de votre poids et de votre taille était normale, ou en tout cas dans la norme.
eh bien, vous pourrez vous rendre compte que la taille que vous faisiez quand vous aviez 2 ans est approximativement la moitié de votre taille actuelle. Donc, c'est une phase ici où l'enfant, en fait, change énormément, même si elle est dégressive. Et puis après, on voit une deuxième phase. Je l'ai simplifié par un plateau, le plateau B. Et ce plateau correspond en fait à une phase de 4 ans jusqu'à 12 ans, donc une phase importante en nombre d'années, où l'enfant, chaque année, va prendre à peu près entre 5, 4 et 6 cm. Donc globalement, l'accroissement de sa taille sera quasiment constante pendant ces 8 années. Donc une phase relativement simple pour l'enfant. Son corps change, certes, mais il change de façon assez constante. L'enfant connaîtra bien son corps et c'est à cet âge-là, entre 4 et 12 ans, que l'enfant apprécie de faire des activités physiques. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut intéresser les enfants au sport parce que le goût qu'ils prendront à faire de l'activité physique, ils le garderont. Frédéric Bessaro, tu ne vois rien? Ton problème est résolu ou tu ne vois toujours rien? Ah, c'est bon, ok. Je n'avais pas vu ton dernier message. Troisième phase. La phase commence 12-13 ans. Alors ici, vous avez la courbe d'accroissement de taille des garçons. Celle des filles est quasiment identique, sauf qu'elle est légèrement décalée vers la gauche. Vous savez que les filles sont pubères un petit peu avant les garçons. Et donc, ce pic que nous voyons en C se passera 1 à 2 ans avant les garçons. Donc, cette troisième phase, c'est une phase importante. Vous en doutez, c'est la phase qui correspond à la puberté. C'est une phase qui va complètement poser un souci à l'enfant, puisqu'il vient de passer 8 ans à avoir une augmentation de la taille de façon assez régulière. Et sur l'espace de 2 ans, d'un seul coup, ses dimensions corporelles vont complètement changer. Pour atteindre un pic, à l'âge de 15 ans environ pour les garçons, ce pic correspond à ce qu'on appelle le pic pubertaire de croissance ou le pic pubertaire tout simplement. C'est la deuxième très grosse hausse de taille, une dizaine de centimètres. Pour les plus grands, vous voyez 12-13 centimètres par an. Donc un enfant qui prend pendant 2 ans entre 10 et 15 centimètres, eh bien, ça veut dire que si vous l'avez quitté de vue pendant 2 ans, vous retrouvez un enfant qui vient de prendre 30 cm. Donc, il est passé vraiment de l'enfant à ado, quelqu'un qui a vraiment changé ses dimensions corporelles. Et ça va lui poser beaucoup de soucis dans sa pratique physique. À partir du moment où on a des segments corporels qui augmentent, on a des modifications de centre de gravité, des modifications de levier. Et bien souvent, c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'on voit des enfants qui arrêtent la pratique physique. Ils l'arrêtent parce que le corps ne suit pas, ils ne comprennent pas comment fonctionne le corps, et bien souvent, ça les éloigne. La plupart des filles, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elles arrêtent les pratiques physiques. Alors, je ne parle pas pour les filles des STAPS, bien sûr, puisque justement, elles ont passé ce cap sans trop de soucis et elles ont continué à faire de la pratique physique. Mais si vous êtes professeur d'EPS dans un lycée, vous verrez que c'est à cet âge-là, non seulement que les filles vont changer de corps pour devenir beaucoup plus féminines, et l'augmentation des différents segments va faire en sorte que les filles vont se désintéresser de la pratique physique, parce que d'abord, elles y seront moins compétentes, et donc il va y avoir un arrêt relativement important de la jante féminine dans la pratique sportive à cet âge-là. Le fait de caractériser un enfant par rapport à cette courbe vous permettra d'imaginer, si on vous pose la question, d'imaginer comment est un enfant
à 12 ans, à 8 ans, à 16 ans. Si je vous parle d'un enfant de 12 ans, vous voyez que c'est un enfant qui vient en fait de passer, eh bien, 4-5 ans avec un accroissement de la taille assez constant. C'est quelqu'un qui connaît bien son corps. C'est quelqu'un qui, généralement, est doué pour les pratiques physiques parce qu'il connaît bien son corps. Si je vous parle d'un enfant qui est en pleine crise de croissance, en pleine adolescence, eh bien, c'est quelqu'un qui connaît mal son corps. Vous savez que les adolescents sont des gens qui se traînent un peu, qui traînent les pieds, mais c'est aussi des gens qui se cognent beaucoup les pieds sur les montants de, les montants de chaises, les montants de table, parce qu'ils ne connaissent pas bien leur corps. Un corps qui prend 1 à 2 cm par mois, ben c'est un corps qu'on a du mal à intégrer dans son schéma corporel. C'est aussi une baisse de la performance physique, puisque ne connaissant pas son corps, eh bien, il est compliqué de conserver la même organisation motrice que l'on avait pendant justement la période B. Donc ici, il n'est pas rare de voir une diminution de la performance physique pour des adolescents. Augmentation des segments, sans pour autant une augmentation de la masse musculaire aussi brutale, aussi rapide. Mais de toutes les façons, même s'il y a augmentation musculaire, eh bien, il y a modification du schéma corporel et donc une perte de repères et une perte de compétences dans les pratiques physiques. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte lors de vos enseignements en tant que professeur de PS. Si vous êtes en lycée, eh bien, vous verrez, vous n'aurez pas du tout les mêmes comportements physiques que si vous êtes en collège. En collège, on a des enfants qui sont assez doués pour le sport et qui connaissent bien leur corps, alors qu'en lycée, on va avoir des enfants qui eh bien, ont une modification tellement importante de leur corps qu'ils ont des soucis d'organisation motrice. Avez-vous des questions? Alors, je reviens un petit peu sur la phase A. La phase A est peut-être moins importante pour le futur professeur de PS puisqu'il s'agit de la phase de 0 à 4 ans. Elle présente en fait la prise de centimètres, l'augmentation de la taille. À la première année, un enfant prend à peu près 20 cm. La deuxième année, il prend à peu près 17-15 cm. Et la troisième année, il va prendre environ une dizaine de centimètres. Ce qui veut dire que, eh bien, dans les 2-3 premières années de sa vie, un enfant risque de prendre près de 50 cm. Il passe donc à la naissance d'une cinquantaine de centimètres à près de 1 mètre à 4 ans. Généralement, on fait, quand on a 2 ans, on fait à peu près 90 cm, donc la moitié de la taille adulte, c'est-à-dire 1,80 m pour les garçons. Cette phase, même si c'est la phase où l'on grandit le plus vite de sa vie, eh bien, c'est une phase qui intéresse peut-être un peu moins le professeur de PS, puisque généralement, vous n'aurez pas ce type d'enfant, à moins de devenir un STIT, mais même un STIT, vous aurez des enfants qui ont plutôt 3 à 7 ans. Alors, pour répondre à Nathan Bourgeois, bien évidemment, vous pouvez vous servir de ces courbes pour essayer de justifier le choix de vos activités physiques, pour essayer aussi d'expliquer, par exemple, la baisse de performance dans la phase C de certains de vos élèves. La pratique physique, je vous rappelle, plus on fait de la pratique physique, plus on améliore sa coordination. Donc, si en phase C, eh bien, on arrête la pratique physique, ce qui est le cas de la plupart des gens, eh bien, ils arrêtent leur pratique physique, ils minimisent leur coordination motrice. C'est justement pendant cette phase de grand changement qu'il faudrait pratiquer pour justement améliorer sa coordination motrice et la connaissance de ces différents segments
corporelle. Cette courbe, 3 questions qui vous sont posées. Quand l'enfant connaît-il le mieux ou le moins bien son corps? Première réponse, à votre avis, à quel moment est-ce qu'un enfant connaît le mieux son corps, son schéma corporel? Merci de répondre par écrit. Bien évidemment, ce sera pendant la phase B que l'enfant sera le plus à même de connaître son corps, et vous verrez que certains des enfants que vous aurez à cet âge-là, eh bien, ont de très belles performances physiques. Quand est-ce que les enfants arrêtent le plus souvent les APS? Oui, Frédéric, bien évidemment. Eh bien, en phase C, quand le corps change le plus, eh bien, c'est là qu'on va avoir le plus de soucis. Et là, c'est bien souvent là qu'on va arrêter l'activité physique. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de gens ne font que très très peu d'activité physique. Quand on est étudiant en STAPS, on ne s'en rend pas forcément compte parce que la plupart de vos amis sont des personnes qui pratiquent. Le milieu sportif, en fait, se côtoie beaucoup, mais en réalité, il n'y a pas tant que ça de gens qui font de l'activité physique. Enfin, quand peut-on augmenter la charge de l'entraînement? On va essayer de faire une analyse de cette dernière question. Alors, la meilleure de vos réponses, c'est la réponse de Nathan, non de Brice. C'est après la phase C. La phase C est la preuve que le corps est en pleine croissance. Lorsque les os grandissent, on ne met pas de contraintes dessus. Il ne faut pas charger, et notamment il ne faut pas charger le dos avant la fin de la croissance. Il faut vraiment comprendre que l'entraînement des adultes ne peut pas être le même que l'entraînement des enfants. On ne peut augmenter les charges et l'intensité du travail qu'après la fin de la croissance. Lorsqu'on est après le pic pubertaire de croissance, c'est-à-dire, on va dire, entre 16 et 18 ans, vous devez préférentiellement augmenter le nombre de répétitions plutôt que d'augmenter la charge. Et après 18 ans, vous pourrez augmenter de pair l'intensité et la charge. Non, la charge et la durée. Attention au dos. On ne charge pas le dos tant que la croissance n'est pas finie. Alors, vous travaillez au maximum avec des medicine balls, pas plus lourd que ça. Ce sera largement suffisant. Alors, la diapo suivante présente un petit peu des développements fonctionnels pendant la croissance. À 7 ans, les articulations et les muscles sont peu développés. Beaucoup d'enfants, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai un dernier petit gamin qui a 11 ans,
mais qui, à 7 ans, faisait déjà beaucoup d'activité physique et voulait avoir des abdos. Il voulait avoir des abdos dessinés. Et à 7 ans, c'est une aberration. Les muscles ne peuvent pas être aussi visuellement dessinés, bien sûr, qu'à l'adolescence ou à l'adulte. La testostérone n'est pas encore créée dans le corps ou de façon tellement limitée qu'il est hors de question d'avoir déjà le corps d'un sportif de haut niveau à cet âge-là. La croissance, deuxième partie, la croissance justement dans cette phase eh bien, ralentit. L'enfant se sent bien. En plus de ça, d'un point de vue psychomoteur, les gaines de myéline autour des nerfs vont permettre des acquisitions motrices relativement intéressantes et une amélioration de la coordination. Il faut en profiter. À cet âge-là, donc dans la phase B, il va falloir essayer de faire en sorte que l'enfant pratique le plus d'activités possibles, des activités différentes, pour lui donner un panel d'activités qui font intervenir des capacités physiques différentes. À partir de 10 ans, vous allez avoir une hausse du volume thoracique, c'est-à-dire en fait le tronc qui se développe un peu plus que les membres. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à l'école à faire, par exemple, de l'endurance. Il faut en profiter. Il va y avoir une diminution de la masse grasse. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en compte, puisque vous savez que la population mondiale est en train de grossir, d'augmenter sa masse grasse. Et c'est vraiment à cet âge qu'il devrait y avoir une diminution de la masse grasse chez l'ensemble des individus, de vos enfants, enfin des enfants dont vous aurez la charge. Et si à cet âge-là, un enfant ne commence pas à maigrir, eh bien, c'est peut-être qu'il a un petit souci de poids. À cet âge, à 10 ans, on peut acquérir très facilement des automatismes. Alors, ça a du bon et du mauvais. L'acquisition rapide d'automatismes permet eh bien, d'économiser du traitement dans une phase motrice. Mais à cet âge-là, eh bien, quand on regarde dans les clubs, on n'a pas forcément les meilleurs entraîneurs à cet âge-là. Dans les clubs, l'entraîneur qui a un mauvais état premier ou deuxième degré, généralement, eh bien, entraîne les adultes, les juniors à la limite. Mais souvent, c'est un junior qui entraîne les cadets, un cadet qui entraîne les minimes, et donc un entraîneur qui n'a pas forcément un très bon niveau, qui va s'occuper des enfants de 10 ans. S'il leur montre un mauvais geste, ou si on ne corrige pas les mauvais gestes à cet âge-là, eh bien l'enfant va acquérir des automatismes sur des gestes qui ne sont pas bons. Et détruire un automatisme, c'est bien plus compliqué que d'en acquérir un. Donc à cet âge-là, il faut être vigilant sur ce qu'on apprend aux enfants. Les enfants sont des éponges et il sera important d'apprendre, si vous transmettez des automatismes, d'être sûr de donner des bons gestes, des bonnes actions motrices pour ne pas automatiser des gestes qui seraient pas adaptés. À cet âge aussi, vous voyez que la colonne vertébrale va continuer à se développer. C'est à cet âge-là qu'il va falloir surveiller les problématiques de scoliose, c'est-à-dire de courbure pathologique de la colonne vertébrale. Elles vont se développer à cet âge. Passons à la troisième ligne. Eh bien, 13 ans. Alors, 13 ans, c'est le début de la puberté pour les filles, alors que les garçons, pas encore. En termes de... pour le prof de PS, pardon, ça peut poser des problèmes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus pratiquement faire des activités en mélangeant les garçons et les filles. D'abord, ils ne voudront plus trop se mélanger. Les filles qui auront débuté leur période
leur période prépubère, eh bien, vont gagner en taille bien plus vite que les garçons. Ça peut être intéressant de profiter de ça pour mettre en opposition les filles et les garçons. À cet âge-là, les filles risquent de gagner bien les garçons qui n'auront pas commencé leur croissance pubertaire. Néanmoins, c'est le début donc d'un grand bouleversement du corps avec une diminution du contrôle, une perte de la souplesse, puisque si vous avez une augmentation rapide des os, eh bien, les muscles, eux, vont s'en retrouver étirés, douloureux à l'étirement, et donc c'est à cet âge-là qu'on perd de la souplesse. C'est un très bel âge pour justement justifier des activités physiques qui se termineraient par des exercices de souplesse et d'étirement. Chose qu'on trouve assez rarement à l'école, il faut l'avouer. Enfin, dernière colonne, 16 ans, avant-dernière colonne, 16 ans, eh bien, on a des modifications plutôt physio. Vous voyez que le rythme cardiaque commence à ralentir, donc c'est une modification physiologique de l'organisme. À la fin de la période pubertaire, eh bien, on commence à avoir une harmonie des proportions, parce que le souci, c'est que pendant la phase pubertaire, les membres grandissent avant que le tronc ne grandisse, donc il y a une disproportion des segments, une disproportion des leviers, et les enfants sont un petit peu déformés, et c'est seulement à la fin de la puberté que l'ensemble du corps va reprendre des proportions plus harmonieuses. Grosse différenciation aussi, eh bien, la différenciation garçon-fille va se produire à ce moment-là. L'apport de la testostérone, c'est un anabolisant, hein, ça serait un produit dopant merveilleux, et d'ailleurs c'est utilisé comme produit dopant, eh bien, va permettre aux garçons de développer une masse musculaire qui va venir s'opposer à l'augmentation des leviers due à la prise de taille. Des questions? On passe à la diapo suivante. Alors, on avait vu précédemment les os, comment les os, on pouvait les percevoir d'un point de vue mécanique ou biomécanique. On va maintenant regarder un petit peu le cartilage. Alors, pour rappel, le cartilage a deux rôles importants. La lubrification, bien sûr, c'est celui auquel on pense le plus souvent, mais le cartilage eh bien, va surtout aussi répartir les charges, c'est-à-dire augmenter la surface d'appui des surfaces articulaires et donc répartir les charges de telle sorte qu'il y aura une usure limitée sur l'ensemble des surfaces représentées en centimètres carrés. Je vous rappelle que les cellules cartilagineuses, les cellules du cartilage articulaire, eh bien, se nourrissent par diffusion du liquide de la capsule, liquide synovial. Et donc, c'est le mouvement qui va permettre au liquide synovial de pénétrer à l'intérieur de ces cellules. Donc, il faut du mouvement pour améliorer le cartilage articulaire, même s'il n'en faut pas trop, puisque trop de mouvement, trop de contraintes, bien sûr, va user le cartilage articulaire.
Désolé, j'ai été déconnecté. Est-ce que vous voyez de nouveau la présentation? D'écrasement en rotation. Plus on appuie sur une articulation, plus on contraint une articulation, plus elle a tendance à se plier. Sauf peut-être une articulation. À votre avis, laquelle? Quelle articulation qui subit beaucoup de contraintes d'écrasement n'a pas tendance à se plier lorsqu'elle subit ces contraintes? Essayez de me répondre par écrit. Bien vu, Nathan. C'est le genou. Le genou a une forme bien particulière. Rappelez-vous, la surface inférieure du fémur est bien présente les condyles, qui sont d'abord avec une courbure relativement faible. Ils sont presque plats lorsqu'on a les jambes tendues et ils se fléchissent, ils s'arrondissent énormément lorsqu'on est jambes fléchies. Ça veut dire que le genou, justement, lorsqu'on est en contrainte d'écrasement, jambes tendues, le genou n'a pas tendance à créer de rotation. Il faut le débloquer. Et pour débloquer le genou, il va falloir le poser en légère flexion. Une fois que la légère flexion est passée, bien sûr, plus vous écraserez votre genou, plus il créera une rotation. Et c'est le problème du genou qu'on aurait pu aborder en traumatologie.
le genou tendu est une articulation qui n'a pas tendance à créer de rotation, qui n'a pas tendance à générer de flexion. Et donc, c'est un des soucis. Si vous tombez ne serait-ce que d'une petite hauteur, quand je dis petite hauteur, c'est 2-3 marches d'escalier, si vous retombez jambes tendues, vous pouvez vraiment traumatiser votre genou. Si vous avez les jambes légèrement fléchies, il n'y aura pas de souci. On en revient aux deux dernières lignes de cette diapo. La problématique du cartilage, eh bien, son principal défaut, c'est sa faible capacité de régénération. Si vous l'abîmez, il a tendance à s'abîmer de plus en plus vite. Et lorsque vous l'avez perdu, votre cartilage, votre articulation, eh bien, a perdu quasiment toute son efficacité. Il est très important d'avoir des cartilages d'une bonne épaisseur. Et donc, la pratique physique raisonnée que l'on fait lorsqu'on est jeune, c'est la meilleure façon d'avoir un cartilage relativement épais. Hors de question de commencer une nouvelle activité physique avec une intensité élevée dès le début. Alors on est parti là. Auquel cas, vous useriez le cartilage Ça sent le départ. avant même de l'avoir épaissi. Ah ben le voilà, tiens. Son Bah, notre bateau qui avantage, arrive. eh bien justement, on en parlait à l'instant, c'est que l'action physique, la pratique physique, va nourrir le cartilage et va donc l'épaissir. À vous de trouver justement eh bien, la bonne mesure entre l'usure et le fait de nourrir ce cartilage. Alors les muscles, eh bien, on en a fait déjà une partie, donc cette partie-là, du coup, on va aller relativement vite. Tout d'abord, un rappel. Je vous rappelle que le muscle possède 4 propriétés dont vous devez connaître, je suis sûr, les définitions: l'excitabilité, la contractilité, l'élasticité et la tonicité. Je vous laisse le 2-3 minutes pour me donner la définition de ces termes par écrit. Alors, je réponds à Nathan Bourgeois. Mais pour la musculation, bien sûr, c'est pareil. Si vous arrêtez la musculation pendant quelque temps suite à une blessure ou quoi que ce soit, eh bien, vous devez non pas recommencer sur les mêmes valeurs à votre reprise, mais adapter cette reprise avec 10% d'emblée des valeurs max et reprendre de façon progressive. Alors, quelqu'un peut-il me donner la définition de l'excitabilité par écrit, s'il vous plaît, rapidement?
Alors, réagir suite à un choc, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais suite à une excitation, à une stimulation, oui. La contractilité, bien sûr, capacité à se contracter suite à un stimulus correct. Donc, un muscle ne sait que tirer et ne pas pousser. L'élasticité, alors regardez le schéma ici, c'est finalement la modélisation d'un muscle. Donc l'élasticité, eh bien, ça serait ce ressort, c'est-à-dire que si vous tirez sur un muscle, il a naturellement tendance à se raccourcir lorsque vous arrêtez de tirer dessus. Ça veut dire que, avant de faire une action, vous avez intérêt à tirer sur votre muscle puisqu'il va naturellement revenir. Il va revenir grâce, eh bien, au moteur, si vous voulez, au moteur qui va se contracter, qui est modélisé ici en 4. Le phénomène représenté ici par ce petit schéma numéro 6, c'est un amortisseur, c'est-à-dire que lorsque vous le contractez ou lorsque vous l'étirez, eh bien, ce modèle montre en fait un frein dans la contraction ou dans l'étirement. Rappelez-vous aussi l'importance des différents éléments que je vous présente ici. La forme fusiforme et peinée, on a vu que ça a une incidence relativement élevée dans l'action motrice que permettra le muscle. Un muscle se contracte dans le sens de ses fibres. À partir du moment où le muscle est fusiforme, eh bien, il va tirer dans le sens origine-terminaison. Si le muscle est peiné, la contraction se fera dans le sens de ses fibres, qui n'est pas le sens du muscle. Donc, un muscle fusiforme développe une amplitude de mouvement supérieure à un muscle peiné. La forme dite large, qui représente par exemple le grand fessier, le grand dorsal. Le grand dorsal est un très bon exemple, mais ça pourrait aussi être deltoïde. Eh bien, ça a une incidence non négligeable puisque ces muscles vont pouvoir avoir des actions plus ou moins différentes. Si je prends le trapèze qui est étiré du cou jusqu'au milieu du dos, va pouvoir tirer sur la scapula, soit vers le haut, soit vers le bas. On a donc l'impression qu'un muscle large est capable d'un mouvement et de son contraire. En fait, un muscle large est capable de plusieurs actions. La section physiologique, je vous rappelle qu'elle détermine la force maximale qu'un muscle est capable de produire, même si la force maximale ne vient pas que de là. Plus un muscle aura une section physiologique importante, plus sa force maximale sera importante. La section physiologique, je vous rappelle, c'est la section qui coupe l'ensemble des fibres musculaires de façon perpendiculaire. Enfin, il faut voir que ce qui est important dans un muscle, ce n'est pas tant le muscle que son efficacité. Et l'efficacité des muscles, je vous le rappelle, nous l'avons vu dans un cours spécifique, le cours sur les leviers, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le cours sur les leviers vous montrer que un muscle est très efficace en force si c'est un muscle avec un petit bras de levier peiné, et il était plus efficace dans le mouvement si c'était un muscle de type fusiforme, mais qui travaillait dans un type de levier interpuissant. Donc ça, je pense que vous devriez être capable de me le redémontrer si je vous pose la question lors du contrôle. Je ne vais pas revenir donc sur les diapos suivantes puisque nous les avons déjà vues. Et je vais essayer de faire une manip pour vous présenter directement une autre présentation. J'espère que ça ne va pas bugger.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai plus rien à l'écran. Veuillez répondre avec vos micros parce que je n'ai plus de visuel à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? Est-ce que vous avez quelque chose à l'écran? ben, on a quel levier privilégie la force musculaire? C'est une diapo qu'on a déjà vue. Ouais. Non, vous devriez avoir l'évolution des caractéristiques physiques des enfants. Vous n'avez pas ça? Non, non, Alors, non. ouais, bon. Ben, je vais essayer de continuer. Ne quittez pas la salle. Je vais essayer de télécharger ce fichier-là. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ok. Monsieur, Oui. en fait, il y a différents élèves qui ont des problèmes de connexion. Ils n'arrivent pas à se connecter. Du coup, est-ce que ce serait possible, on va dire, de refaire peut-être la session? Possible. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez cette nouvelle présentation? Si l'un de vous m'entend, écrivez-le dans la discussion publique, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Bah, apparemment, ça marche pour certains. De toutes les façons, on va essayer de corriger ça la semaine prochaine en présentiel. Et ne vous inquiétez pas, tout sera redonné sur clé USB pour m'assurer que tout le monde ait exactement la même chose. Alors, euh, on va venir à quelque chose qui correspond peut-être plus à vos attentes en tant que futur prof de PS ou Instit. On quitte un peu la biomécanique, mais avec le fait que vous n'ayez pas fait l'année dernière le deuxième semestre, il y a des contenus quand même qu'il est plus intéressant d'aborder, même dans ce cours, plutôt que de faire de la bioméca pure et dure. On en fera néanmoins un petit peu la semaine prochaine. En présentiel, on travaillera sur le Fosbury et on essaiera de regarder cette activité physique avec l'œil de l'ingénieur pour voir ce qu'on peut en tirer, pour que vous ayez un exemple que vous pourrez adapter à une autre activité si besoin est. On va quand même regarder maintenant un petit peu l'évolution de quelques caractéristiques physiques des enfants et adolescents. C'est un peu à mettre en parallèle avec les courbes de croissance que nous avons vues tout à l'heure.
Alors, j'essaie de passer à la deuxième diapositive, mais je n'y arrive pas. Non. Est-ce qu'il vous est possible de télécharger cette présentation? Ah, ça y est, diapositive numéro 2. Donc, on va reprendre certaines caractéristiques. L'une des plus intéressantes est la caractéristique physique qu'on appelle la force, pour voir un petit peu à quel moment il faut profiter du corps humain pour la développer. Donc, si on regarde comment évolue la force, déjà, regardez le sous-titre « Entraînabilité environ 100%, plus 100%. » L'entraînabilité, c'est la capacité d'une caractéristique physique à être modifiée par l'entraînement. La force est une capacité physique que l'on peut très facilement modifier. On peut doubler la force de quelqu'un avec un entraînement adéquat. Alors bien sûr, pas quelqu'un qui serait déjà très fort, mais quelqu'un qui est d'une force normale, un sédentaire. Si vous prenez un sédentaire et vous le faites travailler 4 à 6 semaines dans une salle de musculation, vous pouvez espérer avoir une modification très importante de sa force. De 0 à 6 ans, un enfant n'a pas réellement de force et il a surtout une volonté de mouvement. Dire à un enfant de 0 à 6 ans, arrête de bouger, reste assis, ça reste une aberration. Et on le voit parfois chez les instituts, un enfant à cet âge-là a pourtant besoin de bouger. Et il ne bouge pas en force, il va bouger essentiellement pour un goût naturel du mouvement. Il ne faut pas le minimiser. De 6-7 ans jusqu'à 9 ans. Alors, renforcement général du corps, c'est ce que vous devez faire, sans utiliser de poids, d'haltères ou autre poids extérieur. On en avait parlé tout à l'heure. Attention à la colonne vertébrale, donc on ne rajoute pas du poids sur un dos d'enfant. On va essayer de consolider l'appareil locomoteur, c'est-à-dire membre inférieur et membre supérieur. Et de soutien, ça veut dire qu'on va aussi s'occuper du tronc. La force du tronc va surtout augmenter après 7-8 ans. Entre 10 et 13 ans, c'est-à-dire la prépuberté, vous devez renforcer de façon générale l'ensemble des grands groupes musculaires. Alors, c'est quoi les grands groupes musculaires? Eh bien, on va parler essentiellement de 2 grands groupes musculaires pour chacun des membres, c'est-à-dire que pour le membre supérieur, vous aurez le groupe des fléchisseurs, deltoïde antérieur, biceps, fléchisseur des doigts, et le groupe des extenseurs, deltoïde postérieur, grand dorsal, triceps et extenseur des doigts. Travailler les deux pour récupérer un petit peu de cette différence. Pour le membre inférieur, eh bien, les extenseurs sont les plus puissants. Les extenseurs, c'est la chaîne musculaire des muscles antigravitaires, c'est-à-dire grand fessier, quadriceps, triceps sural. Donc, vous devez travailler ça et renforcer ces grands groupes musculaires. Pas de charge, si ce n'est medicine ball, petit sac de sable à la limite, mais on ne chargera pas plus. À la puberté, eh bien, vous aurez une diminution de la performance dans beaucoup d'activités.
n'aura pas suivi. Là encore, bien évidemment, pas de charge sur la colonne vertébrale. Vous ne devez augmenter les charges que à la fin de l'adolescence, voire après l'adolescence. On va essayer d'augmenter la force par l'augmentation du nombre de répétitions d'un exercice plutôt que par l'augmentation de la charge à soulever. Et je vous rappelle que les membres supérieurs et inférieurs n'évoluent pas de la même façon. Ainsi, les membres supérieurs voient leur force maximale atteinte vers l'âge de 20 ans, alors que la force maximale des membres inférieurs peut continuer à augmenter jusqu'à une trentaine d'années. Il n'est pas rare, par exemple, de voir dans des équipes de volley-ball des gens qui approchent la trentaine, puisque le développement de leur masse musculaire des membres inférieurs continue à augmenter jusqu'à cet âge-là. Donc voilà un petit peu comment évolue la force. On regarde maintenant la vitesse. Alors, si la force est une caractéristique physique très entraînable, sur laquelle vous pourrez beaucoup jouer en tant qu'enseignant, la vitesse possède un très faible taux d'entraînabilité. On estime que, quelle que soit l'action que vous faites en tant que prof TPS, en tant qu'entraîneur, vous ne modifierez les caractéristiques de vitesse de l'enfant que d'environ 10%. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très peu entraînable, qui n'est pas tant le fait de l'entraîneur que finalement le fait de la génétique. Donc que se passe-t-il de 0 à 6 ans? La vitesse est plutôt liée à la coordination et généralement les enfants ne sont pas très nombreux à posséder une bonne coordination à cet âge-là. Ça s'améliore quand on passe vers la fin de cette période, c'est-à-dire vers 5-6 ans, où 90% des enfants commencent à avoir une bonne coordination. Il n'est pas du tout anormal de trouver des enfants très peu coordonnés lorsqu'il s'agit de petits enfants. Entre 6 et 9 ans, nous allons avoir à ce moment-là une augmentation de la fréquence de la vitesse de mouvement. Une diminution de la vitesse de réaction, du temps de réaction. Et vous voyez que le temps de réaction passe environ de une demi-seconde à 6-7 ans, ce qui finalement est énorme, pour diminuer de moitié et atteindre un quart de seconde vers 10 ans. Parmi vous, quelqu'un peut-il me dire quel est le temps de réaction d'un adulte ? Y a-t-il encore des étudiants présents ? Quel est le temps de réaction moyen d'un adulte ? Alors, c'est quand même étonnant. Vous avez des variations, 0,4 secondes pour la réponse la plus petite, jusqu'à 2 secondes. Quand on fait un 100 mètres et qu'on entend le signal de départ, on appuie sur les starting blocks combien de temps après? Si c'est 2 secondes, ça se fait... Ah, Nathan Bourgeois. Gillian, ouais, 0,1 seconde. 1/10 de seconde, c'est le temps de réaction normal. Le temps de réaction est indépendant de la vitesse. Il y a des gens qui ont des très bons temps de réaction, mais qui, hélas, ont de faibles vitesses de mouvement. Et on peut même diviser
la caractéristique de la vitesse en 3 choses. Premièrement, le temps de réaction. Deuxièmement, la capacité d'accélération. Et enfin, la vitesse finale. Elles sont toutes 3 indépendantes. Un bon sprinter sera quelqu'un qui aura soit des valeurs supérieures aux autres, c'est-à-dire un faible temps de réaction, qui de toutes les façons sera aux alentours de 0,1, une capacité d'accélération élevée, mais en plus une vitesse élevée. Il y a des gens qui n'ont qu'une grosse capacité d'accélération et une vitesse finale qui n'est pas très élevée. Ces gens-là font souvent du sprint en salle, font des sprints sur des 60, 50 mètres, et si c'est sur du 100 mètres, ils sont sûrs de perdre. Donc ces 3 caractéristiques, en fait, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous pouvez tomber sur des enfants qui ont des bons taux de réaction, temps de réaction, pardon, mais qui ont des faibles vitesses. Alors, il faut savoir que c'est à cet âge-là qu'il va falloir le travailler, entre 9 et la puberté, entre 9 et 13 ans. Il va falloir intensifier le travail de la vitesse. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'il va essentiellement se développer. S'il doit se développer, c'est à ce moment-là. Mais l'action du professeur de PS, là, sera pas très évidente. Sauf que si vous ne le développez pas à ce moment-là, eh bien, il ne sera pas développé du tout. Il semble que si on ne fait jamais d'exercice de vitesse et qu'on commence très tard la vitesse, on va prendre n'importe quoi. Si on commence à faire des exercices de vitesse à 20 ans, eh bien, c'est trop tard, on ne la développera plus du tout. Mais même si on la commence au bon moment, on ne la développera que peu. Donc ici, une grosse part de génétique, on ne sait pas encore trop l'expliquer. Et la plupart des bons sprinteurs, finalement, l'étaient pratiquement avant même de se faire détecter. Diapositive suivante. Après la force et la vitesse, on va regarder 2 autres caractéristiques que sont la mobilité et la coordination. Alors, de 0 à 6 ans. L'appareil moteur musculaire et osseux possède une bonne élasticité, mais sont fragiles. Lorsqu'on est enfant, les os présentent une fragilité bien plus importante progressivement que lorsqu'on est adulte. C'est-à-dire qu'un enfant qui va tomber, eh bien, ne se fera pas d'arrachement ou qui subit un traumatisme aura peu d'arrachements ligamentaires. C'est souvent les os qui vont se casser. Ça tombe bien parce que c'est ce qui se répare le plus facilement. Un adulte, lui, lorsqu'il va tomber ou faire un étirement excessif, eh bien, ses os sont complètement solidifiés. C'est les tendons, c'est les ligaments qui vont lâcher. C'est le plus embêtant, puisque ça se répare moins bien. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, il n'y a pas de nécessité à faire des exercices spécifiques d'étirement ou quoi que ce soit. Un enfant, naturellement, de par sa mobilité qui est accrue, eh bien, développe à la fois sa mobilité et l'ensemble des et fait des étirements sans s'en rendre compte. Donc, inutile de faire un travail là-dessus. Vous pouvez même, en faisant un, eh bien, le rendre nuisible. Il serait facile de demander à des enfants de moins de 6 ans de faire des grands écarts. Ils y arriveraient assez vite si on leur imposait ça. Et attention, vous allez déformer les os autant que les ligaments et les tendons. Donc attention de ne pas abuser d'une hypermobilité chez des enfants trop jeunes. La coordination. Alors la coordination est un paramètre qui est intéressant à travailler à tout âge et on peut très tôt, en fait, demander à un enfant de faire des activités physiques complètement différentes les unes des autres pour que justement il puisse avoir un panel de coordination motrice, un répertoire d'expérience le plus large possible. Plus il sera large,
plus ce gamin sera capable d'apprendre de nouvelles activités faciles. À chaque fois qu'il y aura des déficits, c'est-à-dire en fait des expériences qui ne sont pas faites lorsqu'on est jeune, bien plus on aura la possibilité de créer des carences. Entre 6 et 9 ans, eh bien là c'est intéressant de travailler la mobilité. Vous voyez, mobilité de la colonne vertébrale, des articulations de la coxo-fémorale. Et il faut essayer de travailler un petit peu dans tous les sens. D'un point de vue de la coordination, c'est un âge aussi assez intéressant puisque le cortex cérébral est relativement plastique, donc modifiable. Et donc, vous allez augmenter la coordination par un large répertoire d'expériences, comme je le disais tout à l'heure. Regardez néanmoins cette dernière phrase que j'entoure maintenant. La capacité d'apprentissage est élevée, bien que la qualité de rétention est faible. Ça veut dire que les enfants entre 6 et 9 ans sont parfaitement capables d'apprendre des tas de choses, mais il faut leur répéter beaucoup. Et c'est tout à fait normal. C'est un processus cérébral contre lequel on ne peut rien faire. Et donc, il vous faudra répéter, montrer et remontrer plusieurs fois à des enfants. Si vous terminez un STIC, par exemple, sachez que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'en offusquer. À partir de 10 ans, donc de 10 ans jusqu'à la puberté globalement, la mobilité est à son apogée. Et c'est là qu'il va falloir justement développer une grande capacité de mobilité, puisqu'il va y avoir à la puberté une augmentation importante de la taille qui va réduire cette mobilité. Donc il vaut mieux partir avec un bon bagage, puisque ça va s'arrêter juste après. D'ailleurs, on va lire la diapositive dans le sens vertical cette fois-ci. Vous voyez qu'à la puberté, il va y avoir de nouveau une augmentation rapide de la taille du fait des modifications hormonales, et l'augmentation importante de la taille va minimiser la mobilité si vous ne faites pas des étirements des muscles et ligaments et tendons du fait de cette grosse poussée osseuse. Il va y avoir en fait un décalage entre l'augmentation de la taille des os et l'augmentation de la taille des muscles. Donc, très important de faire des étirements à la puberté, et c'est peut-être là que vous allez avoir le plus de mal à les imposer néanmoins. À l'adolescence, l'ossification, vous savez, s'achève puisque la croissance diminue, et la croissance diminue uniquement parce que les os se sont ossifiés. On va à partir de ce moment-là appliquer les mêmes principes de musculation, d'augmentation de la force, de la vitesse et de la mobilité que pour les adultes, mais normalement, ce n'est plus votre rôle puisque on parle là d'enfants qui ont à peu près 18 ans, donc vous ne les avez plus au lycée. La coordination, vous le voyez dans la colonne de droite. L'achèvement de la maturité cérébrale, c'est à peu près à cet âge-là qu'elle s'opère. Je vous rappelle, c'est dans l'aire motrice. Vous avez dû faire ça en psycho, l'aire corticale motrice, c'est-à-dire en fait le plan moteur de l'ensemble du corps humain qui est dessiné dans le cerveau et qui permet d'avoir une bonne connaissance de son corps. À ce moment-là, les leviers sont encore très favorables. La force des muscles par rapport au levier est favorable à l'acquisition des habiletés motrices. Cette période très favorable à l'acquisition des habiletés motrices, va précéder une période qui en est tout le contraire, qui est une période un petit peu brutale, on l'a vu précédemment,
Ce pic pubertaire de croissance avec la modification des dimensions corporelles va de façon très notable augmenter le nombre de maladresses chez les ados. Avec l'augmentation de maladresse, il y aura une diminution de la performance et bien souvent, elle s'accompagnera d'une volonté d'arrêter l'activité physique puisque justement la performance, sans raison, s'en trouve dégradée. Il faut mieux donc essayer de privilégier à cet âge-là, la puberté, des exercices simples qui ne font pas appel en fait à un schéma moteur trop compliqué puisqu'il est en pleine reconstruction dans les aires corticales. Enfin, à l'adolescence, bien sûr, une phase de stabilisation va commencer à se créer et cette phase de stabilisation va bien sûr être à l'avantage de l'activité et la coordination puisque vous n'aurez plus d'augmentation de la croissance alors que vous aurez une augmentation de la masse musculaire, surtout chez les hommes, jusqu'à, on l'a vu, 20 ans pour les membres supérieurs et 30 ans pour les membres inférieurs. Alors, on va arrêter là aujourd'hui. Les deux présentations que je voulais vous présenter sont finies. La semaine prochaine, donc cours en salle 100. On va ouvrir la salle 101A et la salle 100B. Je vous demande bien sûr de venir tous avec un masque, une clé USB où je vous donnerai des liens pour pouvoir récupérer l'ensemble des documents que nous verrons. Nous ferons un travail sur le Fosbury, la prise d'appui et peut-être on reviendra sur un exercice qu'on a fait en début de semestre sur l'analyse de mouvements simples, comme on le faisait en TD, comme on en a fait au moins sur 2 ou 3 CM. Y a-t-il des questions sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui ? Nathan, puisque tu es visiblement présent, est-ce que... Alors, en effet, cette fin de diaporama n'est pas dans ce que je vous ai demandé de télécharger. Ça vous sera distribué la prochaine fois. Est-ce que vous voyez à votre écran, est-ce que vous voyez les flèches rouges et les annotations que je fais pendant que je parle ? D'accord, donc ça fonctionne bien. Bon, on arrête là. On récupère tout ce qui n'a pas bien marché la semaine prochaine en présentiel. Et bien voilà, pour moi c'est fini, on arrête là. Merci de votre présence et au revoir.